Une même vision en tout cas d'intégration sous-régionale. Bella Kamano, Mohamed Bari, comme je l'annonçais tantôt, les enjeux sécuritaires et la dynamisation aussi des relations à travers la Mano-Riva Union, ce sont des aspects qui ont été abordés par les deux chefs d'État. Oui, bien entendu. Vous savez que nous sommes depuis un bon moment confrontés à une situation sécuritaire très fragile à cause donc de cette guerre asymétrique qui est menée par les djihad. L'Afrique d'une manière générale, mais particulièrement l'Afrique qui est un peu située au sud du Sahara, et notamment en Afrique de l'Ouest, puisque aujourd'hui les djihadistes ne ciblent plus les pays en fonction de la diversité. Les djihadistes ciblent les pays parce que tout simplement ils veulent se faire entendre, et ils veulent se faire voir, et ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Ils veulent semer la terreur tout court. Ils veulent semer la terreur tout court. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez suivi il y a quelques années derrière nous cet attentat sur une plage de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont des pays côtiers qui aujourd'hui sont devenus la cible de ces djihadistes. Vous avez aussi suivi cette attaque au nord, je crois, du Bénin très récemment, mais avec la scission entre l'AES et la CEDEAO, la situation risque de se compliquer davantage, puisque les trois pays qui ont décidé donc de se retirer de la CEDEAO, ces trois pays sont confrontés justement au djihadisme. Et est-ce que face à ces djihadistes, est-ce que ces trois pays pourront, même si mutualiser leurs efforts, pourront bloquer les tentatives de dépasser ces trois pays pour venir s'attaquer à nos pays? C'était donc normal que le président rappelle que c'est une préoccupation à prendre en compte ici en Guinée, tout comme dans les autres pays, et aussi que la Mano-Riva s'en préoccupe, puisque il y a de ces pays aujourd'hui dans la sous-région qui en réalité n'ont pas ce système sécuritaire qui puisse les protéger. Alors, il faut faire en sorte que, à travers donc ces institutions, qu'un système de sécurité puisse être mis en place pour pouvoir protéger donc tous ces pays qui sont au sein de cette organisation. Oui, Mohamed Bari, le président Ouattara, qui rappelle donc ces enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays du Sahel, dont les effets papillons pourraient être ressentis, on va dire, au niveau des pays côtiers que constituent la Guinée et entre autres la Côte d'Ivoire. Il estime que c'est vrai que l'AES s'est soustrait de l'organisation sous-régionale de la CEDEAO, mais socialement, l'impact des réalités que ces pays traversent aujourd'hui, cet impact est ressenti en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, du Niger et même de la Guinée. Donc, ce que les pays de l'AES ne peuvent pas faire, c'est de freiner cela. Donc, il est question pour les pays de la CEDEAO de pouvoir garder le contact avec ces pays-là en vue de circonscrire un peu cette réalité sécuritaire. Non, mais c'est vrai, parce que pour celui qui connaît un peu la question d'existence notamment de ces frontières, ce sont des frontières artificielles. Donc, c'est vrai que sur le plan géopolitique, on peut se retirer de l'espace CEDEAO, mais en réalité, l'intégration sous-régionale en termes notamment territorial fait qu'on ne peut pas soustraire des populations. C'est une intégration de fait. De fait. Donc, maintenant, moi, je me dis que, voilà, les trois angles abordés par le président de la Côte d'Ivoire montrent à suffisance les défis communs que la Guinée et la Côte d'Ivoire, notamment, ont par rapport également à ces points énumérés, parce qu'il a rappelé tout à l'heure notamment l'attaque notamment terroriste du côté de la Côte d'Ivoire au niveau de la place de Grand Bassam. La Guinée, c'est vrai, pour l'instant, Dieu nous épargne de ces djihadistes, mais quand même, on est à quelques lisières. On est frontalier avec les pays en crise, tel que le Mali. Le Mali, un pays qui est envahi par des terroristes. Donc, pour moi, la question notamment d'harmonisation des approches en termes de sécurité, parce que même la mise en place notamment de cette unité spéciale, des forces spéciales, est l'expression d'une certaine réponse coercitive que les pays africains veulent apporter, parce que les forces spéciales sont en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal et au Burkina, au Mali. Donc c'était en quelque sorte notamment dans cette perspective-là. Je pense que c'est une approche commune qui devrait être entretenue par des pays africains pour trouver des solutions. Maintenant, sur la question notamment des enjeux politiques,
qui fulmine à l'horizon pour la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je rappelle que ces deux pays-là sont quand même dans une phase purement électorale, parce que la Côte d'Ivoire bientôt va aller vers les élections, et la Guinée, avec le processus en termes notamment du chronogramme de la transition pour le retour à la normalisation constitutionnelle également, est en cours. Donc le président ivoirien appelle notamment à l'organisation des élections apaisées, et il promet que la Côte d'Ivoire fera la même chose notamment du côté de d'Abidjan. Donc je pense que c'est une bonne approche, mais moi il y a un passage qui a retenu mon attention. Quand une sommité comme Alassane Ouattara se met à votre disposition en disant que je suis là et je suis prêt pour tout conseil utile, je me dis que ça, c'est une sorte de garantie désormais, parce qu'il est rare d'avoir notamment ces genres de personnalités aujourd'hui en termes de vécu et d'expérience politique et même de background intellectuel aujourd'hui en Afrique. Donc c'est une sorte d'aubaine pour le président. Je voulais un peu renchérir. Je voulais renchérir. Vous voulez dire qu'il va être le conseil économique quelque part du général? Oui, il est aujourd'hui, il peut l'être conseil économique, mais après plusieurs années au pouvoir déjà, et quelqu'un qui a presque été acteur et témoin de l'histoire politique de son pays avant d'être et même de l'Afrique, hein, parce il que peut aussi être le président, ce grand conseiller politique du président général Mamadi Doumbouya. Mais je reviens encore sur l'aspect sécuritaire. Il parlait des frontières imaginaires artificielles, mais n'oublions pas que dans le cadre de la sécurité, nous avons aussi des frontières très poreuses où on peut traverser d'une frontière à l'autre avec. Il parle d'une action de limitation, voilà, et de contrôle au niveau des frontières. On peut traverser d'une frontière à l'autre avec des armes sans que vous ne soyez. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs le président Ouattara a rappelé cet aspect-là. Voilà. Lorsqu'il y a une sorte de synchronisation des actions en termes de prévention sur le plan sécuritaire, ça peut voilà, mettant en place des dispositifs sécuritaires mixtes entre ces différents États, c'est possible que ces frontières-là soient renforcées. Mais aussi, n'oublions pas que le terroriste ou le djihadiste profite aussi de la pauvreté. Le djihadisme Non, le djihadiste d'abord. Je parle du djihadiste qui est dans le djihadisme. Alors, voilà. Alors, le djihadisme profite de la pauvreté des populations pour s'introduire dans un pays, manipuler, instrumentaliser les esprits, les endoctriner pour pouvoir s'installer et commettre des bêtises. Il se trouve que nous sommes dans un espace où la pauvreté pratiquement bat son plein, puisque nous avons des économies très faibles. Alors, le djihadisme en profite. C'est ce que je voulais ajouter en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Et la meilleure façon donc de les barrer la route, c'est de mutualiser les efforts. Je crois que c'est dans ce sens-là que le président Ouattara est intervenu. Oui, justement, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a lui aussi pris la parole à l'occasion de ce point de presse conjoint des deux chefs d'État pour rappeler un peu le contexte de sa visite à Abidjan, mais aussi les motivations profondes de ce séjour en terre ivoirienne. Il a aussi demandé à ce qu'on élève davantage les relations au plus haut niveau entre ces deux pays. Nous allons suivre donc le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et on se retrouve pour la suite de ce thème. Excellence, Monsieur le Président, chers grands frères, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Symbole de force, de résilience et de beauté. Une terre qui, sous votre leadership, Monsieur le Président, s'est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour notre continent. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Monsieur le Président, ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère.
en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Monsieur le Président, dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Depuis notre première rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. Ainsi, je veux vous assurer que ma volonté sincère de collaborer étroitement avec vous et d'apprendre avec humilité et gratitude de votre expérience inestimable et d'apprendre avec vous. Dans le même esprit, j'espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos deux nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos deux nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité, Monsieur le Président. Renforcer donc la fraternité entre Abidjan et Conakry, ce sont entre autres les mots du général Mamadi Doumbouya. Renforcer donc les efforts communs de voisinage et même de famille, parce qu'il estime que les deux pays constituent une véritable famille aujourd'hui. Non, je pense que c'est un véritable rappel de l'histoire, parce que, comme on le dit, chez nous, il ne faut pas voir là où tu as trébuché, c'est là où tu as tombé pour, voilà, pour oublier là où tu as trébuché, parce que tout simplement, il y a un passage du président de la République quand même qui a retenu mon attention quand il dit que voilà, le président Ouattara fut l'un des chefs d'État africains qui a choisi plutôt la notion de la confiance que du jugement. Parce que vous vous rappelez la quand compréhension, même... La compréhension. Voilà, la compréhension que du jugement, parce que vous vous rappelez quand même au lendemain du 21 septembre, voilà, il y a eu assez une tension avec la CEDEAO. Et puis avec ces menaces, ces sanctions qui pleuvaient de partout. Donc quand même, il fut l'un des rares présidents aujourd'hui à comprendre la situation guinéenne, mais aussi à s'abstenir, à juger les acteurs du moment, parce qu'aujourd'hui, au regard des résultats apportés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, si il avait à l'époque jugé du mal du président par rapport à ses résultats obtenus sur le terrain, ça allait être une sorte de, notamment d'incompréhension. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, le président est resté dans notre dynamique, parce que moi, j'avais même pas écouté, notamment l'extrait, parce que tout simplement, on l'a dit avant le chef de l'État. Vous avez su lire dans ses pensées. Justement, on l'a dit avant le président. Ah, vous êtes un bon Guinéen. Parce que, non, on sait que il faut reconnaître la valeur de ton ami. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'en vaux pas un encore. Parce que moi, je me dis, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, en termes de progrès, en termes d'émergence, aujourd'hui est une référence. Et qui est le metteur en scène de cette évolution ivoirienne positive, si ce n'est quand même que Alassane Ouattara, mais aussi pas n'importe qui. On sait qu'il a un parcours exemplaire. Il a notamment gravi tous les échelons en termes de responsabilité. Il a un background politique, sur le plan politique et économique. Donc, le président de la République a trouvé les mots qu'il faut en disant que, voilà, que Ouattara pourrait être une source d'inspiration pour lui, parce que
un président comme le président Mamadi Doumbouya, qui s'inspire d'Alassane Ouattara, j'aimerais que c'est un président qui a de la vision. Parce que aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire, un pays quand même à l'espace de quelques années aujourd'hui est en train de sortir notamment de l'étape d'un pays sous-développé au pays, un pays émergent, en voie de développement. En voie de développement. Donc, très bien. Ce qui veut donc, dire il y a des problèmes économiques remarquables. Très remarquables. Dans donc, ce pays, moi, je me dis que... qui pourrait inspirer la Guinée davantage. Mais pour terminer, c'est l'immunité et la sagesse du président de la République qu'on pourrait quand même juger qu'il n'est pas un politique sorti des classes, mais quand même un homme du rang avec ses discours diplomatiques d'humilité, de sagesse, mais aussi de compréhension. Je me dis quand même que voilà, c'est un homme quand même qu'on est en train de découvrir petit à petit. Et je pense que c'est une notion qu'il faut servir. Bella Kamano, une question en deux. On a eu ce discours mémorable, on va dire, du président Mamadi Doumbouya, mais aussi nous allons profiter pour parler de cet autre aussi aspect qui naturellement s'inscrit dans ce séjour en terre ivoirienne. C'est ce bain de foule que le président Mamadi Doumbouya a eu du côté d'Abidjan, donc des citoyens guinéens de ce côté-là qui se sont mobilisés pour naturellement lui témoigner leur adhésion et leur amour. D'abord, je vais commencer par noter le discours sur le plan diplomatique. Si j'avais ou si je devais noter le président, je l'aurais donné... Sur une échelle de 10. Sur une échelle de 10, je leur ai accordé 10 sur 10. 10 sur 10. Bien entendu, sur le plan diplomatique, je crois qu'il a fait un discours sans faute, puisque c'est lui qui est reçu. Et il est reçu par son homologue président. Suite à une invitation. Suite à une invitation qui lui a été adressée. Il lui était donc tout à fait normal qu'il tienne un discours dans lequel il reconnaît d'abord les mérites de celui qui l'a invité, mais aussi qu'il reconnaît que le pays qui le reçoit est un beau pays qui a dans sa tradition de l'hospitalité. C'est la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un discours pour moi qui va dans le sens du protocole diplomatique qui a été tenu par le général Mamadi Doumbouya, même si il a rappelé quelque part son souhait qu'il a qualifié comme étant sa conviction de voir les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée se relever. Mais encore une fois, je vais revenir sur cette formule d'ailleurs qui a été retenue non seulement par les médias ivoiriens, mais aussi par les médias guinéens. C'est cette formule selon laquelle le président Ouattara a préféré à l'époque, au moment où la transition guinéenne était à ses balbutiements, parce que les sanctions, comme le disait tout à l'heure mon cher Barry, pleuvaient de partout. En ce moment, le président Ouattara a préféré comprendre la situation guinéenne qu'à la juger. C'est une formule, je crois, qui doit être un peu développée pour que les gens comprennent mieux. Puisque lorsqu'il est arrivé, avant qu'il n'arrive, je crois, il avait reçu des informations. Mais c'est quand il a atterri en Guinée et qu'il a rencontré le président de la République, autour de lui, à l'époque, les membres du CNRD, qu'on lui a expliqué la situation qui a finalement qui a poussé aux réalités du moment les forces armées guinéennes à prendre les responsabilités. C'était la situation politique qui était plus ou moins, disons-le, qui avait un impact sur la situation sociale qui, à l'époque, était au bord du gouffre, la situation économique, tout était presque au rouge. Donc il fallait à l'époque se lever en tant que militaire formé, prendre ses responsabilités. C'est ce qui lui a été expliqué et je crois qu'il avait compris à l'époque les explications, contrairement à ses homologues présidents. Qui était dans une posture de belligérance. Qui était dans une posture, non pas de belligérance, mais belliqueuse. Quand je prends la posture du président actuel, Umaro Sissoko Embalo, qui ne cessait pas de menacer sur les médias étrangers, la Guinée, et il est allé jusqu'à... Et qui est en passe de faire pire que la... Je vous le dis, à l'époque, je vous fais cette... On va revenir... Je vous fais cette petite confidence que j'ai eue du ministre des Affaires étrangères, le jour où les sanctions devaient tomber contre la Guinée. Je crois que Umaro Embalo avait rencontré dans les couloirs, je crois, du siège des Nations Unies,
avant de se rendre dans la salle où il devait se retrouver en conférence des présidents de la CEDEAO, il avait rencontré une Guinéenne qui avait le drapeau guinéen. Imaginez, tellement qu'il avait de la haine contre la Guinée. Lorsqu'il a croisé cette dame, il a dit à cette dame, vous allez nous connaître cette fois-ci. Vous allez nous connaître. Et dès qu'il a quitté la dame a vu venir le ministre des Affaires étrangères. Elle est allée vers le ministre des Affaires étrangères pour lui dire, ah, je viens de croiser le président Ambalo qui me menace. D'accord. C'est comme ça. Oui. Alors, mais déjà, la situation telle qu'elle a été gérée par le président Ouattara a été vraiment, elle a été gérée vraiment de manière très compréhensible. Très bien. Oui, ce bain de foule maintenant. Le bain de foule. Je crois que ça témoigne encore une fois. Ça témoigne l'adhésion de nos compatriotes de la diaspora à ce qui est déjà fait à l'intérieur du pays. C'est comme si nos compatriotes de l'extérieur sont informés de tout ce qui se passe en République de Guinée en ce qui concerne les réformes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan infrastructurel notamment, puisque il y en a qui ont la chance quand même de revenir au pays et passer quelques jours. Ils voient ce qui se passe à travers la ville de Conakry et à l'intérieur du pays. Alors, lorsque ces Guinéens retournent dans leur pays d'accueil, ils s'informent entre eux. Et je crois que ce sont les effets de la politique intérieure réussie du général Mamadi Doumbouya qui se reflètent alors sur cette grande mobilisation que nous avons, à laquelle nous avons assisté hier, pour la première fois d'ailleurs que je vois des Guinéens de la diaspora installer des tentes. Oui, et se mobiliser. Tentes se mobiliser. Dans la discipline aussi, sans grabuge. Dans la discipline pour recevoir le président Mamadi Doumbouya. Oui, Mohamed Bari. Non, moi je pense que cette mobilisation, notamment des Guinéens, est une sorte d'expression de la reconnaissance, comme l'a dit notamment Bila, pour les efforts engagés par le président de la République générale Mamadi Doumbouya en faveur d'une Guinée plus digne, plus forte et plus prospère, parce que quand vous prenez sur le plan dignité aujourd'hui, nos compatriotes de l'extérieur ont plus de considération aujourd'hui vis-à-vis notamment de l'État, et désormais également quand on parle de plus forte, une Guinée quand même qui assume ses responsabilités en brandissant aux forces culturelles partout où notamment il vaut, mais aussi la question de la prospérité également est quand même la réponse que le président de la République générale Mamadi Doumbouya a apporté à travers le programme Simandou. Et puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui nous sommes dans un monde planétaire où quand même les réseaux sociaux ont coupé les barrières artificielles en termes de frontières. Un Ivoirien est mieux informé des actualités de la Guinée, plus qu'un Guinéen pareil de même, qui aussi n'oublie pas également ses prestations inouïes du général Makosso aussi, qui explose parce qu'il est partout dans les rues. On apprend d'ailleurs que le général Makosso aurait offert un terrain justement au président guinéen. Il est partout en Guinée, à la trace notamment des réalisations. Moi je me dis quand même qu'aujourd'hui, c'est que, je peux le dire sans me tromper, on a, c'est qu'on est en train quand même de voir un président de la République qui nous montre de plus en plus plébiscité au-delà des frontières. Parce que le président de la République, en général, les Guinéens le voient peut-être seulement à l'occasion de ses adresses à la nation, parce que c'est un homme qui aime laisser l'action à la place de la parole, mais cela ne peut pas aussi l'enlever toute sa faculté en termes de compréhension et d'homme d'État. Et aujourd'hui, le discours qu'il a tenu à l'occasion de cette conférence de presse, quand même, met en nu quand même la densité de sa capacité, notamment diplomatique, mais aussi de sa compréhension de la